Dans ma vidéo bilan et grille 2020, je vous ai proposé de répondre à un questionnaire fait par Eurupteur sur ce que vous pensiez de cette saison 2019 de Formule 1. Presque 4500 réponses ont été enregistrées, alors on vous dit Greg et moi un grand merci du fond du cœur. Vous pouvez vous rendre dans la description, vous aurez le lien d'un article sur eurupteur.com qui vous présentera de manière exhaustive les résultats pour les plus curieux. Du coup c'est parti pour voir ce que vous avez pensé de cette saison 2019 de Formule 1 et surtout ce que l'on peut en apprendre. Vous avez donné une note de 6,7 sur 10 à cette saison 2019, sachant que près de la moitié d'entre vous ont donné un joli 7. Rien qu'avec ce chiffre, on peut se le dire, cette saison était plutôt bonne. Pas parfaite, mais clairement pas aussi mauvaise qu'on pourrait le penser. Et je trouve la note relativement juste et vraiment représentative de ce que l'on a vécu. Mais était-ce la meilleure de l'ère hybride? Et bah là, vous êtes super partagés. Non à 54%, oui à 46%. Je comprends tout à fait les deux réponses. Oui, car on a eu du spectacle à tous les niveaux. Hamilton intouchable, Vettel qui se pète la tronche, Leclerc qui confirme un potentiel incroyable, avec une bataille avec Verstappen qui lui aussi a délivré un potentiel vraiment ouf, sans compter les batailles un peu plus loin dans le peloton, l'affaire Rich Energy et quelques grands prix vraiment bons, voire complètement fous comme l'Allemagne et le Brésil. Si on regarde en nombre d'événements, on n'en a jamais eu autant dans l'ère hybride. Mais je comprends ceux qui disent non. Si ce n'est pas la meilleure saison, elle vous a forcément un petit peu déçu. Et on vous a demandé pourquoi. Et en immense majorité, le fait qu'Hamilton et Mercedes soient intouchables au championnat vous a laissé un sale goût dans la bouche. Ce manque de suspense est effectivement un critère qui est très important pour n'importe qui. C'est comme si dès le début d'une série ou d'un film, vous saviez comment allait finir plus ou moins l'histoire. À quoi bon de regarder alors? Et juste cela, malgré tous les nombreux événements de la saison 2019 qui en font quand même un bon cru, cette saison ne remplit pas l'objectif premier, c'est d'être tenu en haleine jusqu'au dernier Grand Prix. Mais alors, dans cette ère hybride qui a commencé en 2014, laquelle est la meilleure saison? Constat sans appel, la saison 2016 est la lutte intense entre un des plus grands champions du monde de tous les temps et un futur vlogueur qui s'est arraché pour aller chercher le titre. 2016, c'est le dernier acte de cette tragédie grecque entre Hamilton et Rosberg, commencée en 2014 et qui n'a cessé de s'intensifier. Et accessoirement, le titre s'est joué à la dernière course. Et c'est presque la seule fois que le titre s'est joué au dernier Grand Prix de la saison pendant cette ère hybride. Oui, parce qu'en 2014 aussi, mais les points étaient doublés et sans cela, Hamilton s'était fait avant. Et c'est marrant parce qu'il nous suffit d'une intensité entre seulement deux pilotes, sans aucune concurrence, pour se dire que waouh! Alors qu'en 2019, on a eu beaucoup de rebondissements et à tous les niveaux. Et encore une fois, même si un film déboîte dans les effets spéciaux, les rebondissements, les événements, etc., alors que je sais pertinemment comment ça va se finir, bah ça restera pas autant dans ma mémoire que d'autres saisons. Passons à la note des pilotes, dans l'ordre du meilleur au moins bon. Hamilton 9,1, Verstappen 8,1, Sainz 7,9 juste devant Leclerc 7,8 et Norris 7,6. Juste déjà sur ce top 5 c'est vraiment très cool. Hamilton et Verstappen ne sont pas vraiment une surprise vu leur saison qui sont quasi parfaite on va dire, mais voir Sainz, Leclerc et Norris qui sont dans un mouchoir, ça fait encore plus plaisir. Malgré deux victoires dont la signification est hyper forte, pour Antoine à Spa et pour l'Italie à Monza, sans oublier ses batailles avec Verstappen, Leclerc fait moins l'unanimité que ce à quoi je m'attendais. Et vous avez très justement récompensé un gros bosseur qui a chopé son premier podium et un rookie qui stream ses games en plus d'être vraiment très bon. Faut dire aussi que Sainz et Norris ont été amplement aidés par une McLaren au-dessus du lot en termes de perf pure par rapport au reste. Continuons. Gasly 6,9, Bottas 6,7, Albon 6,6. Bon trio de deuxième pilote qui se tient en un mouchoir de poche. Je suppose qu'il y a un petit peu de chauvinisme pour Gasly, mais au final cela reste plutôt juste je trouve. Ce qui est impressionnant c'est de voir la remontée de Gasly après sa première partie de saison catastrophique. Plus impressionnant finalement que la belle continuité d'Albon qui a montré un gros potentiel en seconde partie de saison. Je suppose que plusieurs l'attendent comme moi en 2020 pour voir ce qu'il vaudra vraiment. Bottas, malgré que ce soit sa meilleure saison, il y a un ressenti d'inachevé et aurait pu être largement mieux faire. Pas très français, mais vous avez compris. Raikkonen 5,9, Ricciardo 5,8, Russell 5,5, Fiat 5,3, Giovinazzi 5,2 et Hülkenberg 5. Ça, ce sont les pilotes qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Sauf pour Giovinazzi et Hülkenberg sur lesquels on peut pondérer un peu en se disant que Giovinazzi s'est un peu réveillé tard et Hülkenberg a montré sa vraie nature, qu'il n'était pas championship winning material, comme l'a dit Cyril Abitboul. Fiat a mis aussi un peu de temps à se mettre en route, notamment sa torpille,
mais ça laisse un côté rédemption plus qu'autre chose. Sergio Pérez 4,9, Sébastien Vettel 4,7, Magnussen 4,3, Grosjean 4,1. Eh bah ça, ce sont probablement les plus grosses déceptions de la saison. On n'attendait pas spécialement de miracle de la part de Pérez, mais il a fait le job avec un peu ce qu'il avait. Vettel, bon bah... je me demande si ce n'est pas sa pire saison sportivement parlant ou mentalement parlant. On le sent pas spécialement en phase avec la F1, il a commis beaucoup d'erreurs pour un quadruple champion du monde, ça fait vraiment mal au cœur. Magnussen, Grosjean, c'est à la fois pas une surprise, mais c'est aussi dur de les voir autant galérer. Putain de sa mère! Et évidemment, on a enfin un Stroll, 3,14, puis Kubica, 2,6, bon bah, pas de commentaire. Passons rapidement aux écuries. Mercedes, 9,3, McLaren, 7,9, Red Bull, 7,3. McLaren devant Red Bull, je suppose que cela se joue principalement sur la gestion des pilotes, notamment sur le fait que Red Bull soit plus tourné autour de Verstappen, pendant que McLaren avance vraiment en tant qu'équipe unie et revient des tréfonds. Un peu façon Mercedes, mais sur uni. Toro Rosso 6,7, Ferrari 5,4, Alfa Romeo 5,3. Bon, quand tu fais 2 podiums en une saison avec une voiture plus que moyenne, on ne peut que saluer l'opportunisme qu'il faut savoir saisir. D'autres ont été à cette place pendant 1 ou 2 Grands Prix et n'ont pas réussi, on va dire, à transformer. Ferrari, bon bah, les stratèges à la rue, la gestion catastrophique de leurs pilotes malgré une très bonne voiture. Voilà, c'est tout. Alfa Romeo, bah, elle est à sa place, même si je vous trouve un peu optimiste. Est-ce qu'il y aurait un effet Fred Vasseur, Raikkonen, je sais pas. Renault 4,58, Racing Point 4,57. Constat sans appel et qui fait mal pour Renault, mauvais châssis, manque de fiabilité, clairement pas dans les objectifs. Note plutôt sanction de votre part, même s'il faut dire ce qui est. Racing Point est loin de faire une super saison, sans compter que dans un sondage précédent, l'écurie et ses pilotes vous insupportaient. Si on ajoute la période de trouble de 2018 et leur rachat, forcément c'est pas beaucoup plus facile. Bon, Haas 2,5, Williams 2,3. Williams progresse pendant que Haas régresse et tombe de très haut. Aïe. Vous avez donné une note pour chaque Grand Prix de la saison et voici comment on peut résumer ces notes. J'attire votre attention sur le Grand Prix de France. On ne va pas parler du tracé ou de son bitume, mais on va le placer dans le contexte global pour expliquer en partie sa note catastrophique. Premièrement, le Grand Prix a été l'une des plus grandes purges de la saison, voire de la décennie. Deuxièmement, le début de saison a été dominé par Mercedes et des Grands Prix en grande majorité peu intéressants, ça ajoute au sentiment d'un ras-le-bol au bout de 8 Grands Prix. Troisièmement, le Grand Prix de France arrive après un drama et un réveil de Sébastien Vettel. La saison commence à montrer à peine son potentiel et paf, on se tape une purge. Surtout que derrière, paf, on se prend 3-4 super Grands Prix. Même la Russie, qui pourtant était loin d'être un Grand Prix génial, n'a pas eu autant de concurrence en termes de spectacle autour de lui. Le syndrome est le même pour Abu Dhabi, le titre est joué, on ressort d'un Grand Prix du Brésil incroyable et on en a marre de cette saison sans enjeu. Boum, aucun intérêt. Mais comme je vous l'ai dit, sans ces Grands Prix chiants, on n'aurait pas l'impression que l'Autriche, la Grande-Bretagne et d'autres ont été des Grands Prix aussi cool que ça. Des mauvais Grands Prix sont donc indispensables pour encore plus apprécier des Grands Prix d'anthologie. Aucune surprise sur le meilleur Grand Prix de la saison puisque ça se bat entre l'Allemagne et le Brésil, et aucune surprise sur le pire puisque comme je viens de vous l'expliquer, et pour beaucoup de raisons, c'était un mauvais Grand Prix au plus mauvais moment, double peine. En revanche, vous pensez qu'un Grand Prix de France a sa place au calendrier. Même s'il est chiant, vous préféreriez virer la Russie ou Abu Dhabi. Et pour 20% d'entre vous, vous les garderiez tous. Le fait d'avoir une culture sport auto et surtout un constructeur et 3 pilotes français sur la grille en 2020 joue quand même beaucoup. Il va vraiment falloir faire mieux pour le Grand Prix de France et être à la hauteur. Vous n'avez pas vu de grands changements au niveau des pneumatiques en termes de performance, cela reste pour vous similaire à 2018, tout comme vous avez beaucoup apprécié cette simplification au niveau des couleurs et de la manière dont sont présentés les composés. Il reste quand même un quart pour qui cela n'a rien changé. Au final, dans le feu de l'action, ce que l'on retient juste, c'est que des pneus durs, c'est moins rapide que des pneus tendres, mais ça tient plus longtemps. Et généralement, cela est plutôt bien expliqué lors de la diffusion des Grands Prix. Vous n'avez pas été convaincu par cet aéro simplifié non plus au niveau de l'aileron avant pour que les voitures se suivent plus facilement. Cela n'a rien changé pour vous. Au final, je pense que pour avoir une vraie réponse, il faudrait regarder quelques combats rapprochés. Ils ne sont pas nombreux, mais se terminent parfois moins vite qu'avant. En fait, je pense qu'il y a eu une amélioration, mais elle n'est pas suffisamment perceptible, et ça pour tout un tas de raisons, notamment par la complexification des bargeboards par exemple. Votre moment favori reste tout de même le podium de Pierre Gasly et la victoire de Charles Leclerc à Monza. Voir un jeune remporter une victoire avec une voiture rouge à Monza, ça ne peut qu'émouvoir, fan ou pas fan. Voir Gasly prendre un podium alors qu'il était au fond d'un gouffre en première partie de saison, ça rend l'histoire un peu plus savoureuse. Et la victoire de Charles pour Antoine est aussi beaucoup ressortie évidemment.
des moments d'émotion et de sport très forts. Pour les coups de gueule, beaucoup ont reproché à la FIA de ne pas être constante dans ses pénalités, et notamment celle infligée à Vettel au Canada. Au final, cela a servi à ce que la FIA s'améliore et laisse les pilotes se battre plutôt que d'appliquer bêtement un règlement qui aurait d'ailleurs le mérite d'être revu. Derrière, Vettel et Ferrari en général aussi ont été votre coup de gueule. Pour les fans, c'est dur. Pour les autres, ça prive d'un protagoniste en plus pour le titre de champion du monde et ça rend Hamilton un peu plus seul au monde. Et enfin, pour vous, ce qui cloche en F1, ce sont les écarts de performance entre le top 3 et le reste des écuries. Facile à comprendre puisqu'il faut des circonstances de course complètement folles pour que un des autres fasse podium. Le DRS est aussi revenu dans de nombreux commentaires que vous trouviez que c'était quelque chose qui clochait en fait, et ça rendait les batailles un peu plus aseptisées. Mais pour finir, parlons de l'avenir. 42% d'entre vous se réjouissent de l'arrivée au calendrier du Vietnam. J'avoue être vraiment surpris par cette réponse, c'est peut-être mon côté vieux réac qui prend le dessus, mais la nouveauté, ça reste toujours quelque chose d'intéressant. Je pensais que vous seriez plus critique que cela, tant mieux. Pareil pour Zandvoort, vous êtes plutôt enthousiaste, même si vous avez en majorité des doutes. Dans l'ensemble, c'est vraiment plutôt oui. On en avait pas mal parlé de ce fameux calendrier à 22 Grands Prix, et finalement, vous trouvez ça bien en majorité. Je suis là aussi assez surpris, plus de spectacles pour nous probablement, mais est-ce que ce n'est pas un peu long, comme un film qui fait 3h10 alors qu'en 2h10 ça suffit ? L'avenir nous le dira. Et enfin, pour finir, vous attendez 2021, mais vous comptez bien savourer 2020 d'abord. Dans l'ensemble, vous êtes vraiment plus optimiste que moi sur l'avenir. Ça fait aussi plaisir de voir cet optimisme. Est-ce que cela se vérifiera dans la réalité ? Eh bien ça, c'est une toute autre question. Finalement, avec ce questionnaire, on se rend compte d'une certaine tendance au sein de la communauté française. Elle est vraiment intéressante et ça n'a pas été l'unanimité à chaque fois, bien au contraire, sur plusieurs réponses d'ailleurs. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats sur Eurupteur.com, le lien est encore une fois dans la description. Encore merci à tous d'avoir participé, j'espère que cette analyse vous a plu, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao ciao.